Les parents battent-ils leurs enfants pour les éduquer dans la communauté de l'être? Alors, le battre, euh, le battre ne va jamais jusqu'au massacre dans la communauté de l'être. Euh, pour comprendre la réponse que je vais fournir à votre question, faut poser de manière plus générale le problème de la sanction. Le problème de la sanction. Alors, est-ce que dans la communauté primitive, est-ce que dans la communauté organique et demain dans une communauté restaurée, il y aura des systèmes de sanctions qui s'exerceront sur les enfants? Alors, oui et non. Dans la communauté primitive, dans la mesure où il y a immanence, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'ordonnancement qui serait extérieur. Les enfants, comme les adultes, sont dans une immanence qui fait que le culte ludique du dépasser le terrain prescrit n'est pas instauré parce qu'il n'y a pas cette concurrence pathologique du monde contemporain. Aujourd'hui, quand on pose le problème de la sanction, on pose le problème de la sanction pour l'accepter ou la récuser par rapport à une ligne rouge, bleue ou verte qui est posée par rapport à l'enfant, et on considère qu'il y a des lignes que l'enfant ne doit pas dépasser. Alors les lignes que l'enfant ne doit pas dépasser, on nous dit qu'il faut lui expliquer qu'il ne doit pas les dépasser, et si jamais il les dépasse, il faut le sanctionner parce qu'il les a dépassés. Donc ça existe dans une société comme celle d'aujourd'hui qui est totalement aliénée par le fétichisme marchand. Ça existe aussi dans les sociétés traditionnelles parce que la dialectique aliénatoire qui va produire le monde contemporain y existe aussi. Mais par contre, on sait par toute une série de textes qui renvoient à la vie organique et vivante de ces communautés-là, que le rapport de l'immanence des enfants fait que la fameuse ligne, elle est totalement dynamique et non pas statique dans les communautés archaïques, dans les communautés primordiales. Si on prend les textes, par exemple, des dominicains ou des franciscains en Huronie ou en terres iroquoises, ou même si on prend l'expérience personnelle de Pierre Clastres chez les Indiens, chroniques des Indiens Guayakis, on voit que le statut de l'enfant dans la communauté primordiale est lié aux adultes dans une immanence permanente de jeu, d'éveil et de conscientisation. Dans la société du séparé, l'enfant, il est assujetti à des espaces spécifiques. Dans la société de l'aliénation, les adultes vont travailler et d'une manière ou d'une autre, on parque les enfants pour les éduquer. Dans la communauté traditionnelle, il n'y a pas de parquage parce qu'il n'y a pas de travail. Donc les adultes comme les enfants sont en symbiose permanente. Il n'y a pas de moment où on met les enfants ailleurs et il n'y a pas de moment où les adultes vont produire quelque chose de spécifique qui ne pourrait pas intéresser les enfants. Donc la division du travail avec travail-loisir pour les adultes et séquences normatives pour les enfants, garderie, école, centre de loisirs, ça n'existe pas dans une communauté organique, puis tout se vit dans l'immanence. Donc dans cette immanence-là, il arrive effectivement qu'un enfant commette une bévue, parce que d'ailleurs la bévue est positive. C'est la bévue de l'enfant qui le fait grandir vers une conscience du dépasser la bévue. Donc quand on voit comment vivent entre autres les Indiens Guayakis, il y a effectivement de temps en temps, dans l'émulsion des joies du groupe, un enfant qui va commettre un raté. Mais l'enfant qui va commettre un raté, il sera remis dans la place nécessaire du groupe collectif, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de culte narcissique de l'autonomie du sujet, ce qui sera, entre guillemets, remis en place, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a un débordement d'autonomie qui pourrait produire une schizophrénie du groupe. Donc, on imagine très bien une mère Guayaki donner une petite tape sur le cul du môme parce qu'il a fait une connerie avec sa sœur. Mais au sens fort, l'enfant n'est pas battu, au sens fort, l'enfant n'est pas sanctionné. C'est une relation d'amour, c'est une relation harmonique qui, par un geste un peu plus ferme que d'habitude, remet les choses à leur endroit. Mais de la même manière qu'il n'y a pas de répression entre les hommes, le mouvement d'auto-éducation qui fait que les grands apprennent aux petits n'est pas une structure hiérarchique de commandement et d'apprentissage domesticatoire, c'est un mouvement d'émancipation
et de soulèvement, d'éveil et de réveil permanent. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Clastres sur les Guayakis, c'est ce que nous disent sur les dominicains et les franciscains, sur les Hurons, l'Ironie, les Mohawks, les Abénakis. La constance de l'enfant dans la communauté organique, c'est le rire. L'enfant rit en permanence, et les adultes rient en permanence, parce qu'il y a constamment une relation d'harmonie, de tendresse et d'amour, et donc le raté est rare, et le raté qui est rare, quand il appelle à une remise en ordre et à une remise en place, c'est quelque chose qui se fait effectivement en tendresse et en émotion. C'est-à-dire que la claque sur le cul que la mère Guayaki met à son enfant, même si elle est ferme, elle est affective et elle est tendre. Donc il y a quelque chose qui est absolument important du point de vue du geste par rapport à votre question du battu, au sens où il n'y a pas de violence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les communautés organiques, on sait, par l'immanence du sens, ce que les grands trajets philosophiques nous apporteront à travers les présocratiques, Hegel ou Marx, c'est que pour se poser dans une identité riche, il faut s'opposer. C'est-à-dire que le poser, c'est pas quelque chose qui flotte. Quand l'homme se pose dans une identité réelle, c'est parce que dans un contexte précis, qui n'est pas fluide, qui n'est pas liquide, mais qui exprime une matérialité sensible, sensive et sensuelle, il y a des oppositions. C'est-à-dire que l'enfant est en autonomie, mais l'enfant n'est jamais dans la fête du caprice. Donc, le développement harmonieux de l'autonomie, il présuppose des cadres qui doivent être rappelés, et les cadres doivent être rappelés parce qu'en rappelant les cadres qui positionnent l'opposition au caprice, on casse l'autonomie narcissique potentielle du sujet. Et donc, par le cadre qui oppose, on peut devenir un sujet qui se pose. Et là, il y a toute une dialectique qu'on retrouve chez les présocratiques, chez Hegel, et qu'on retrouve chez Marx avec la problématique du naturalisme achevé. La transmission d'amour que je fais à l'enfant, et qui fait que cet enfant, en devenant grand, ne va pas simplement devenir grand physiquement, mais grand en maturité d'esprit, de sensation et de cœur, c'est parce que par amour, j'aurais posé des lignes d'opposition à certains jeux capriciels, et qu'à partir de ce donné-là, j'aurais donné à l'enfant une ligne mature de position et de positionnement. Donc, il n'y a pas de violences qui sont faites sur les enfants dans ces communautés-là. Il y a des rappels de position par rapport à des nécessités de position et de positionnement. Autrement dit, j'ai un cadre qui est ferme dans la transmission du patrimoine d'amour et du patrimoine de conscience, mais il est fait dans l'intelligence de la transmission, et il n'y a bien évidemment aucune violence d'impuissance comme on la trouve dans les sociétés de l'aliénation généralisée. Alors justement, par rapport à ça, je crois que Guy Debord, dans un de ses bouquins dans les années 70, il parlait justement de l'autonomisation des enfants vis-à-vis des parents, mais dans une trajectoire aliénatoire au sens où les familles sont brisées en fait, et les enfants veulent devenir indépendants justement pour ne plus avoir de rapport avec leurs parents. Et justement, il disait qu'en fait, on n'est même plus des prolétaires au sens où on n'a même plus nos enfants. Et en fait, par rapport à ça, depuis la révolution des mœurs, depuis mai 68, il y a une tendance au niveau de l'éducation à ne plus vouloir frapper les enfants. Et les gens se plaignent du fait que c'était mieux avant, parce que quand on frappait les enfants, on arrivait à les garder dans un certain cadre de vie, quoi, de respect des aînés et tout ça. Et justement ça a sauté. Donc, est-ce que c'est une positivité quelconque pour retrouver une humanité perdue, ou est-ce qu'au contraire, c'est le reflet du chaos dans lequel on est et dont le capital a besoin pour diviser les familles, diviser les nations, diviser tout ce qu'il a besoin de diviser, quoi. Non, alors là, justement, ce que vous dites est très intéressant sur le chaos. Et en préambule, je reviendrai sur une hypocrisie majeure de la société du spectacle marchand.
parce que c'est effectivement la tyrannie absolue du mensonge rayonnant. Au même moment où on fait des grands séminaires de propagande intensive contre la fessée, on cache l'existence de réseaux pédophiliques gigantesques qui martyrisent physiquement des milliers et des milliers d'enfants qui disparaissent et qui disparaissent pas comme ça artisanalement parce qu'il y a quelques fous locaux dans un bled de campagne, mais parce qu'il y a une industrie centrale du capital qui remonte jusqu'à toutes les centralités d'État, parce que la mafia c'est l'État, parce que l'État c'est la mafia, et que les réseaux pédophiles sont au cœur des centrales étatiques. Donc on dit pas la fessée, mais le viol clandestin dans une cave, oui. Donc, il y a toute cette hypocrisie-là, parce que le capital est par essence une hypocrisie majeure. Donc, il faut rappeler, à travers Debord, à travers Marx, que chaque fois que le capital positionne un problème éthique, le capital positionne un problème éthique de la marchandise. Le capital n'a qu'une éthique, c'est celle de la marchandise. Nous sommes des biens consommables, et ce que le capital a en tête, ce n'est pas notre bien humain, c'est notre bien consommatoire de res, de choses aliénées. Donc, Debord, Hegel et Marx disent à peu près la même chose. Marx dans les Grundrisse, Hegel dans la phénoménologie et Debord dans les textes dont vous parliez. On pourrait le résumer par cette phrase: pendant des millénaires, les enfants ont ressemblé à la ligne parentale. Autrement dit, qu'est-ce qu'un enfant en termes de ressemblance historique? C'est une production de vie qui ressemblait à son père et à sa mère, et qui ressemblait donc au père, puisque c'était les pères, dans cette structuration-là, qui formalisait le lignage. Il convient désormais que les enfants ne ressemblent plus à leurs parents ni à leur père, mais à l'argent. Et c'est la phrase de Debord, je crois que sa phrase exacte, c'est « Désormais, les enfants ne ressembleront plus à leur père, ils ressembleront à l'argent ». Et on le trouve chez Marx et on le trouve chez Hegel. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la naturalité de notre existence est brisée. Marx nous rappelle que dans les communautés primordiales, nous sommes dans le naturalisme achevé, et que dans le communisme, nous retrouverons le naturalisme achevé, que dans les sociétés traditionnelles, nous sommes dans un naturalisme brisé, et que dans la société du fétichisme marchand, dont la domination réelle de la dictature démocratique est la phase supérieure, nous sommes dans l'antinaturalisme achevé. Donc, puisque nous sommes dans l'antinaturalisme achevé, la ligne d'identification de mes parcours d'existence dans l'histoire, ça ne peut plus être la parentèle, ça doit être la monétisation. Donc, un enfant aujourd'hui, effectivement, ressemble à l'argent. Il ne doit plus donc ressembler aux parents des générations antérieures qui exprimaient, même si c'était de manière encore incomplète, la naturalité, puisqu'on est dans le devenir absolu de la réification, de la chosification, de la transhumanité réifiée de l'abrutissement universel. Donc, un enfant doit ressembler à l'argent. Donc, la critique de la famille, la critique des relations parents-enfants, la critique des cheminements d'autorité et d'intelligence qui faisaient que les parents transmettaient par une norme d'autorité, l'auctoritas, la réalité des choses doit être brisée. La seule autorité, c'est pas l'autoritas de la vie, de la jouissance, de la naturalité, c'est celle de l'échange et du développement aliénatoire dans le culte de la marchandise. Donc la remise en cause du pouvoir traditionnel des familles sur leurs enfants n'est pas faite pour émanciper les enfants dans une jouissance humaine supérieure, elle est faite pour que leur jouissance humaine soit pleinement intégrée dans le dispositif de la marchandise. Et le rôle de l'école, le rôle des garderies, qui a pour matrice première de retirer l'enfant le plus tôt possible, le plus tôt possible. On retire à 5 ans, on retire à 4 ans, on retire à 3 ans, on retire à 2 ans. Maintenant, avec les crèches, on peut les retirer à 4 mois. Il faut absolument retirer l'enfant de la filiation pour le mettre dans la filiation monétaire du dispositif républicain de la démocratie du capital. Donc, il faut extirper l'enfant de la cellule familiale, parce que dans la cellule familiale, même la plus abrutie, il peut y avoir encore des relents de contestation humains sur une base humaine par la transmission de l'enfant, du père et de la mère à sa vie.
Donc, on a un dispositif de kolkhoz éducatif. Le capitalisme a des formes de contrôle étatique absolu, et en même temps qu'il met en marche des formes de contrôle absolu, il faut qu'il dévalorise l'image du père et l'image de la mère, en montrant que toutes les autorités qui viendraient de là sont négatives, que par contre l'autorité qui vient de l'argent est émancipatrice. Donc tout ce qui rappelle les traditions de l'avant, ou dans les cellules familiales, et dans les cellules familiales élargies, par rapport à la réalité d'un monde paysan, par rapport à la réalité d'un monde ouvrier, avait vécu des contestations, des remises en cause, des trajectoires de signification radicale, tout ça doit être balayé dans un gigantesque mélange, dans un grand melting pot, où le seul référentiel sera le culte de l'argent. Donc, tuer la cellule familiale, tuer l'histoire de la famille, parce que toutes les grandes contestations ouvrières et paysannes sont aussi parties de la cellule familiale, parce que c'est là que, parce qu'il y a un amour de transparence sans autre intérêt que l'amour de l'autre, il y avait effectivement des vécus de trajectoires subversives. À partir du moment où l'identification de l'enfant n'est plus la cellule familiale des trajectoires d'amour, mais la cellule sociale des trajectoires financières, le robot adulte de l'abrutissement citoyen est déjà programmé dans le laboratoire des écoles et des crèches, où la vampirisation de la normalisation citoyenne se met en mouvement. Non, c'est pour ça quand on voit aujourd'hui dans une grande surface, au moment où on passe aux caisses, des enfants qui traînent par terre, qui hurlent, qui crient, dans la mentalité normative traditionnelle d'il y a 50 ans, ça n'existait pas. C'est-à-dire que la déconstruction des attitudes et des modes de reproduction basés sur un véritable respect de savoir se tenir. Se tenir, c'est effectivement un positionnement révolutionnaire. Hegel, Marx parlent du tenir. L'homme debout qui se tient, c'est parce qu'il a été dans son enfance en situation d'apprendre que parce qu'on se tient, on est debout, et que parce qu'on est debout, on a un tenir. Le capital, il veut des matrices rampantes. Et comme le capital veut des matrices rampantes, le cheminement éducatif libertaire du capital, c'est l'enfant apprend par lui-même et fait ce qu'il veut dans tous les territoires où il veut aller. Et donc, la catégorie normative, c'est le caprice festif. Donc, le môme fait ce qu'il veut, n'importe comment. De toute façon, les parents sont eux-mêmes des machines réifiées, brisées, qui n'ont rien d'autre à transmettre que la chanson médiatique ou pédagogique que le système leur a donnée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la société d'aujourd'hui, société d'aliénation, société de mensonges, société de vampirisation par la marchandise, avoir un enfant, c'est avoir pour tâche première de le protéger de la tyrannie marchande qui veut le dévorer. Donc, il ne s'agit pas d'être oppressif avec l'enfant contre ce que l'enfant reproduirait de la société aliénatoire marchande, mais il s'agit de protéger cet enfant par un rempart d'intelligence fait de dialectique, de conscience, d'amour, de tendresse et de vraie protection. Donc avoir un enfant aujourd'hui, c'est casser la dynamique festive du caprice marchand qui veut que l'enfant fasse ce qu'il veut. L'enfant n'est pas une autonomie décisionnelle par a priori premier. L'enfant deviendra une autonomie décisionnelle possible parce que les enfants auront été précisément cadrés par cette dialectique position-opposition que les parents auront su lui transmettre. Donc, j'ouvre le champ infini du savoir et de la tendresse parce que je cadre par des positions et des oppositions la réalité des choses. Et quand effectivement j'ai un môme qui se roule par terre aux caisses d'un supermarché, ce que l'on voit maintenant de manière rituellement généralisée, c'est l'indice de cette déstructuration comportementale qui fait que le capital, en ayant de premier niveau des caprices enfantins généralisés, aura demain des immaturités généralisées, des docilités généralisées et des compulsions consommatoires universalisées. Donc, l'adulte de combat et de conscience de demain, il commence dans le positionnement éducatif de l'enfant d'aujourd'hui, qui est éduqué avec amour et tendresse,
dans le rejet de toutes les normes actuelles de festivités capricielles où le capital veut effectivement l'enfermer en disant finalement, parents, suivez vos enfants. Ouais, parce que du coup, en fait, on donne le choix aux parents, par immanence, en fait, soit ils se positionnent en fait dans un rapport d'autorité, et finalement l'enfant il échappe à l'autorité, et du coup la famille se brise, soit le parent il doit s'adapter aux caprices en fait. Voilà, et parce que les caprices de l'enfant, c'est le mode de production capitaliste qui est derrière. Voilà. Alors en fait, Marx il a écrit, je crois avec Engels, ou tout seul, je ne sais plus, un texte qui critiquait le concept de surpopulation de Malthus. Et parce que Malthus, en gros, il disait qu'il y a trop de gens sur la planète et on ne pourra pas tous les nourrir. Et Marx, il avait plutôt une position, peu importe, même si on était le double d'humains sur la planète, ce qui est important, c'est, je crois, c'est comment la nourriture est produite et comment elle est diffusée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail cette opposition Malthus-Marx? La critique que Marx fait de Malthus, elle renvoie pas simplement au problème de la population, elle renvoie à un problème de méthode générale, à savoir que Marx, en prolongeant Hegel, dans un positionnement dialectique qui nous renvoie au présocratique, positionne la supériorité méthodologique de la détermination du tout sur les parties. Donc, vous avez des auteurs qui, sur le problème de la démographie et des variables de population, croient, parce qu'ils sont dans l'idéologie de l'économie politique de la mystification, que les problèmes de population auraient quelque part une autonomie. On a la même chose pour tous les courants aliénatoires des catégories du capital. Vous avez des philosophes qui s'imaginent que la philosophie est autonome. Vous avez des démographes qui croient que la démographie, elle est autonome. Mais ce que montre Marx en reprenant Hegel, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie à aucune manifestation historique, quel que soit le temps de sa manifestation autre que sa relation au développement des forces productives. Donc, il n'y a pas de loi de population. Il n'y a pas de loi de formalisation politique. Il n'y a pas de loi de développement philosophique. En toute matière, sur tous les terrains où l'homme manifeste sa présence, il n'y a jamais de problématique qui puisse être autonome. C'est exactement comme moi quand je reçois des patients. Le scénario familial des blessures, des névroses, des enfermements du couple et du sujet n'ont pas d'autonomie. Le scénario familial retrace le scénario mondial de l'aliénation universelle. Quand dans un couple ou quand dans une individualité donnée émerge une blessure, une cassure, une brisure, contrairement à ce qu'une vision étroite et psychologisante, carcérale voudrait nous faire croire, la solution du problème n'est pas dans le creuset du scénario familial. Elle est dans la mise en relation du scénario familial avec le scénario universel du devenir historique des forces productives de l'aliénation mondiale. Autrement dit, si quelqu'un va mal, c'est pas parce que son scénario familial lui a fait blessure, c'est parce que son scénario familial est simplement la caisse de résonance des blessures mondiales de l'aliénation historique en mouvement. Le problème de la population, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas des phénomènes de population qui se baladent de manière autonome dans l'histoire en fonction du fait que les gens ont beaucoup d'enfants ou n'ont pas beaucoup d'enfants. Le développement historique des forces productives de la natalité et de la mortalité épouse le niveau de développement historique des forces productives de la matérialité historique de leur temporalité correspondante. Donc, ce que montre Marx, c'est que les lois du développement du capital ont positionné à un moment des lois de développement de la démographie adéquates au capital. Et donc, la surpopulation, ça n'existe pas. Il y a des surpopulations qui sont
des constructions dialectiques de l'histoire à un moment donné par rapport au développement des forces productives du capital. Et le fameux problème de la surpopulation relative à un moment donné, qui pose d'ailleurs la problématique de l'armée de réserve, montre bien que dans une dialectique très précise de l'aliénation en mouvement et de la problématique de la valorisation, le capital a besoin justement d'une surpopulation. Donc, contrairement à Malthus, qui voulait faire de la démographie, quelque part, une structure fondamentale de l'histoire du devenir humain, Marx a montré que la démographie et le développement des devenirs de population, ça n'existe pas en soi. C'est toujours lié au développement du capital. Et quand on prend par exemple la surpopulation, pour reprendre le mot médiatique du crétinisme universitaire qu'on a vu émerger dans les années 50, 60 en Afrique ou en Inde dans des régions données, elle est adéquate au devenir du capital, puisque la médicalisation de populations qui étaient condamnées à mourir à un moment donné et qui sont soignées par le développement de la science, ça correspond à une nécessité capitaliste de moderniser le temps social et de développer des populations nouvelles pour des besoins nouveaux, qu'ils soient factices ou réels, au regard de l'universalité en mouvement du capital. Donc, quand le capital est à un niveau historique où il a besoin de, la population monte, et quand le capital, sur un registre donné, n'a pas besoin qu'une population monte, mais qu'elle stagne, elle stagne, et s'il a besoin que cette population régresse, elle régresse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement démographique d'une humanité donnée à un moment donné est lié au développement des forces productives, de la matérialité constitutive de ce moment donné. Quel est le rôle de l'écologie dans la société contemporaine ? Alors, le rôle de l'écologie dans la société contemporaine, c'est le rôle que toute structure médiatique ou que toute obligation morale de conditionnement mise en mouvement par le capital a, c'est d'organiser la servitude volontaire et la reproduction du fétichisme marchand. L'écologie, c'est pas une catégorie révolutionnaire. L'écologie, c'est une catégorie essentiellement contre-révolutionnaire et marchande. Écologie, ça nous renvoie à l'oikia. Et l'oikia, c'est la maison propriétarienne lorsque les communautés primordiales ont été dissoutes et qu'on a substitué au produire pour la vie le produire pour le travail. Donc la maison propriétarienne, elle a donné naissance pendant des millénaires, pendant des siècles, à l'économie. L'économie, c'est le produire du divisé, c'est le produire du scindé, c'est le produire de l'aliéné, c'est le produire de l'échange, et au bout de la course, c'est le produire, le mode de production capitaliste qui ne produit pas pour les besoins humains, mais qui produit uniquement pour les besoins solvables de la reproduction du capital. Et au XIXe siècle, le développement du capital, de la même manière qu'à un moment donné de son histoire, il a produit l'économie comme conscience fausse de la réalité aliénée, il a produit aussi l'écologie comme conscience fausse de la réalité aliénée à valoriser en protection de l'environnement. La pensée radicale, elle regarde la nature comme un cosmos, comme une totalité organique, comme une unité totale où nous sommes en communion avec l'être de la nature. La nature n'est pas un environnement. La nature est notre substrat dialectique dans le naturalisme achevé. La pensée écologique est une pensée de protection de l'environnement. C'est une pensée de protection des ressources qui émerge dans les savoirs faux et les savoirs aliénatoires du capital au XIXe siècle, en prolongement des dévastations économiques. L'écologie est le supplément d'âme de l'économie. La pensée révolutionnaire radicale, à travers Marx et à travers les courants radicaux qui vont jusqu'à Debord, à socialisme ou barbarie, à pouvoir ouvrier et à tous les groupes issus de la radicalité contemporaine, est une pensée qui veut restaurer la communauté humaine dans la sacralité du cosmos radical, pour un monde sans argent, sans État et sans production aliénée. L'écologie, c'est l'inverse. L'écologie, c'est la protection de la société marchande qui veut protéger l'environnement des dévastations et des excès de la marchandisation. Alors, on a inventé un nouveau produit mystificateur, c'est l'écologie radicale.
l'écologie radicale serait une écologie plus radicale en ce sens qu'elle remettrait en cause un certain nombre des données de la capitalisation, entre autres la croissance et ce genre de choses. Mais la marchandise, qu'elle soit croissante ou décroissante, ne nous intéresse pas. La marchandise, quelles que soient ses formes évolutives, c'est toujours la dépossession de l'homme et c'est toujours la radicale mutilation de la nature. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas à rentrer dans les catégories d'amélioration du capital si nous avons une pensée subversive qui va au sens profond de la vie des hommes. Donc, l'écologie est un poison aliénatoire qui vise à permettre la reproduction du capital, le jour où le capital, dans ses dévastations les plus extrêmes, montre qu'il est en train de détruire des éléments entiers de la biosphère. Bon, il n'y a rien de neuf. Marx, dans le Capital, explique que la Terre, comme investigation et comme territoire d'exploitation, est en train d'être détruite et vampirisée par le développement du capital. La solution à la vampirisation de la nature, c'est pas l'écologie, qui n'est qu'une science annexe de la marchandisation despotique, c'est effectivement la révolution humaine radicale qui détruit l'argent, qui détruit l'État, et qui n'est pas écologique, mais qui est cosmique, et qui est l'expression du naturalisme achevé. La nature n'est pas quelque chose avec lequel nous avons un dialogue de protection ou de préservation à engager. La nature est notre immanence. La nature est le nous-mêmes de notre cosmos humain en épanouissement. Donc, dans la communauté humaine, il y a une communauté humaine qui ne sépare pas l'homme de la nature, puisque la nature, dans son mouvement de conscience historique, c'est l'homme. L'homme n'est pas quelque chose qui n'est pas dans la nature, il est la nature en mouvement de conscience. Donc, dans la communauté qui détruira les pollutions, les gaspillages et toutes les déstructurations auxquelles on assiste, on aura une restauration du cosmos humain dans la communauté humaine, mais il y aura abolition de la politique, abolition de l'économie et abolition de l'écologie. L'écologie n'étant rien d'autre qu'une aliénation supérieure du temps contemporain pour faire écran à la radicalité et en construisant des fausses problématiques qui font qu'effectivement, on veut préserver l'horreur du capital en préservant les effets du capital. Parce qu'en fait, du coup, l'écologie, c'est consubstantiel à l'économie politique. L'écologie est radicalement consubstantielle. D'ailleurs, c'est la même étymologie. C'est l'oikia. L'écologie, c'est l'économie. L'économie, c'est l'écologie. L'écologie n'est qu'une superstructure de la pourriture infrastructurelle du capital en mouvement. Alors justement, dans cette trajectoire radicale, je ne sais pas si vous connaissez, dans un prisme écologique, les ZAD, les zones à défendre. Je ne sais pas si vous connaissez. Si. Et alors justement, bon, je ne connais pas trop le fonctionnement de ces trucs-là, mais il me semble que, justement, dans mon groupe, il y a quelqu'un qui me parle souvent de ça, qui me dit justement, regarde, il y a des gens qui n'utilisent pas l'argent et tout ça. C'est un truc, bon, c'est contradictoire au sein même de ces structures-là, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une forme de Larzac restauré 30 ans ou 40 ans après le Larzac. Le problème, là encore, c'est qu'il faut avoir un regard de méthode. Les manuscrits de 44, le Capital, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, il faut toujours avoir pour compréhension que c'est le tout qui détermine les parties et que le tout est toujours supérieur à la somme des parties. Donc, le mode de production capitaliste est une totalité aliénatoire en mouvement, dans une expansion planétaire qui n'est renversable que dans une instantanéité radicale de liquidation totale. On ne liquide pas la totalité marchande par étapes, on ne la liquide pas par morceaux. Et tout ce qui, en le capital, veut faire du non-capital ou du contre-capital est caricature, simagrée et imposture. On ne peut pas abattre le capital en déclarant que certaines zones lui échapperaient. Alors, ceci dit, il y a effectivement des bonnes volontés, des rêves, des espérances qui, en toute honnêteté, peuvent imaginer et construire des zones qui, en fonction du fait qu'un certain nombre de gens ont décidé de s'organiser de telle manière sur un terrain donné, elles peuvent imaginer qu'elles sont en rupture.
Alors elles sont peut-être en rupture cognitive, elles sont peut-être en rupture intellectuelle avec le donné du capital, mais le capital ne tolère que ce qu'il renforce. Puisque le capital ne tolère que ce qu'il renforce, ça n'est qu'un alibi de l'imposture démocratique mis en spectacle par le capital pour laisser à penser que le capital laisse un certain nombre de choses exister à sa périphérie. Mais non seulement ça ne lui nuit pas, mais quelque part ça le renforce. Et le capital, de toute manière, n'est jamais gêné par une opposition qui n'est pas totale, universelle. Si sur un moment donné, le capital recule, c'est pour réavancer sur un autre. On a l'image du traité de 95, le fameux traité constitutionnel qui a été refusé en 95. Même s'il a été refusé, il est repassé sous une autre forme. Le TAFTA passera sous une forme ou sous une autre. C'est la marche irrépressible du capital. Et si demain, par rapport à une construction donnée qui me semble insupportable, je vais avec 10, 15, 20 ou 30 compagnons occuper un terrain et faire résistance, où ma résistance est totalement inoffensive et on la laissera fonctionner, où elle pose quelques problèmes et on la contournera et on la détournera d'une manière ou d'une autre. Le fond du problème, c'est que j'ai un gouvernement du spectacle mondial, de l'aliénation universelle, j'ai des formes étatiques, j'ai des formes économiques, j'ai des formes policières, et tant que ces formes-là, tout entières, en synthèse de domestication, continuent à exister, même si j'ai 30 ZAD, 40 ZAD, 50 ZAD, le capital s'en fout. Donc ça ne résout rien. Il faut comprendre, avec modestie et humilité, que même si nous étions 500, même si nous étions 1000 à décréter des zones émancipées, ça ne change rien au capital qui, lui, dans sa forme universelle globale, continue à fonctionner. On peut même être présenté théâtralement dans cet existence-là, comme des alibis théâtraux. Donc il faut toujours garder à l'esprit que quelle que soit la bonne volonté des gens qui font ceci ou qui font cela, cela ne remet rien en cause quant aux critères essentiels de la fondamentabilité du capital. Donc le combat doit être frontal et total à tous les niveaux, parce que la remise en cause, c'est l'auto-renversement mondial de la domestication mondiale. Alors peut-être un petit mot sur la COP 21. Alors la COP 21, comme toutes les messes du capital, c'est une imposture supérieure. Que ce soit les textes de 43 sur la critique de la censure de Marx, ou que ce soit les commentaires sur la société du spectacle de Debord, il faut savoir que tout ce que dit le capital, c'est le faux en mouvement. À partir du moment où le capital, dans de grandes synthèses mémorielles, culpabilisatrices, d'organisations domesticatoires multiples et variées, nous dit, nous indique, nous pressurise et nous oblige à réciter le grand cantique du, c'est que c'est faux. Et c'est d'autant plus faux que c'est toujours sans débat. Marx disait que le capital s'imposait par le fallacieux sans débat. Debord disait que le capital s'imposait par le faux sans réplique. C'est la même chose. Le fétichisme de la marchandise ne peut pas supporter le débat. Et ce que le capital appelle le débat, c'est la rencontre plurielle, soliloquente, de même variation. En Corée du Nord, il y a un parti unique. Dans les démocraties occidentales du capitalisme concurrentiel beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique, on a un parti unique en 6 sous-sections, en 12 sous-sections ou en 24 sous-sous-sections. Mais tout le monde dit la même chose. Et quand on vous dit qu'il y a un débat sur le climat, il n'y a pas de débat sur le climat. Il y a une vérité officielle qui est celle de l'imposture mondiale du gouvernement du spectacle mondial. Le GIEC est géré par des économistes et il y a effectivement, sous les commandantures économiques centrales du GIEC, des départements où l'on retrouve des climatologues de cours, de commande. En France, on a quelqu'un qui pendant des années et des années, il est décédé maintenant, a travaillé sur la problématique du climat. C'était Marcel Leroux, qui était un très grand spécialiste de la question, et qui montrait que toutes les productions des chansonniers du GIEC étaient faites sur des estimations statistiques,
particulièrement inopérante et que tout ça était effectivement de la bidonnerie mystificatrice. Il y a effectivement aucune réalité objective d'effet de serre. Il y a des périodes de réchauffement climatique. Bon, là c'est l'été indien. Ça existe depuis des millénaires. Le premier clampin idiot va vous dire « Ah bah il fait chaud, c'est le mois de novembre, c'est l'effet de serre ». Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les travaux statistiques faits en réalité par des climatologues objectifs qui n'ont jamais accès à la télévision, Marcel Leroux était interdit de télévision. On a eu déjà la même chose avec le trou d'ozone. Haroun Tazieff a expliqué que le trou d'ozone... On n'entend plus parler du trou d'ozone, c'est terminé. Maintenant, on a le CO2. Le trou d'ozone qui a embarrassé tous les plateaux télé pendant des décennies, entre 70, 80 et le début des années 90, ça a disparu. Haroun Tazieff, à partir du moment où il a montré que le trou d'ozone était un mythe, qu'il y avait sans arrêt des dynamiques au niveau de l'ozone et qu'il y avait des croissances et des décroissances, était interdit de télé. Donc, la science du capital et l'obscurantisme de la mystification fétichisme de la marchandise, et elle se voit, pour diagnostiquer le faux, sur le fait qu'il n'y a pas de débat. Une réalité avérée dans le médiatisme et le crétinisme universitaire du capital, elle s'identifie au fait que tout débat est interdit. À partir du moment où un débat est interdit, c'est que ce que l'on veut privilégier, c'est un faux qui, au moment où s'ouvrirait le débat, tomberait de lui-même. Donc, on n'a aucun débat. Donc, on a Verdier qui, sur Antenne 2, a émis quelques hypothèses très mesurées. Il est licencié. On licencie un présentateur télé météo au prétexte qu'il a émis des doutes quant à la religion officielle du CO2. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on le disait tout à l'heure, l'écologie est une imposture, mais du point de vue de la radicalité cosmique de la nature, il y a des problèmes gigantesques dont on ne parle pas. Les pesticides, les fongicides, ça c'est un vrai problème de nature. La pollution qu'on va nous imposer avec toutes ces éoliennes qui ne produisent absolument pas. Ça ne produit pas quand il y a trop de vent. Ça ne produit pas quand il n'y a pas de vent. Mais il y a une mafia des éoliennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous mettre des éoliennes partout, non pas parce que ça résout un problème climatique ou ça résout même un climat énergétique, c'est que dans le discours du fallacieux rayonnant imposé par la dialectique de la marchandise triomphante, il y a aujourd'hui toute une industrie de l'éolienne qui va rentabiliser l'imposture de sa valorisation à travers ce style de discours. Donc, on va nous parler d'un réchauffement climatique qui n'existe pas. Je rappelle que sous Louis XIV, on se baignait l'été dans la Seine, mais que l'hiver, la Seine était gelée, qu'on ne pouvait pas s'y baigner. Il y a eu un âge glaciaire au XIIIe siècle. Le fameux âge glaciaire sous Louis XIV, il s'est résorbé sous Louis XV et Louis XVI. On a eu une période climatique chaude. Ce que montre Marcel Leroux, comme le montrent tous les physiciens qui ont réellement travaillé sur le sujet, c'est que le système, et ça on le sait depuis les présocratiques, le système des planètes est un système dynamique avec des rotations en mouvement qui se diversifient. Il y a donc des phases où le Soleil et la Terre se rapprochent, et il y a donc des phases où le Soleil et la Terre s'éloignent. Donc il y a des phases de réchauffement, et il y a des phases de refroidissement. Et ça n'a strictement rien à voir avec le CO2. Et c'est précisément parce que ça n'a aucun rapport avec le CO2 qu'on ne veut pas qu'il y ait de débat. Aucune personne qui contestera d'un point de vue objectif ce mythe ne sera invitée sur un plateau télé pour en discuter. C'est comme le 11 septembre, c'est comme pour plein de sujets, c'est comme pour les filières djihadistes, c'est pour les migrants. Il y a des vérités officielles qui sont de telles impostures officielles qu'elles ne supportent même pas 1 millimètre de débat. Donc, puisqu'elles ne supportent même pas 1 millimètre de débat, il n'y a pas de débat, c'est la normalisation démocratique. Souvenons-nous toujours, à travers Marx, Debord et Orwell, que la démocratie est la face supérieure de la démocratie, que la démocratie est la face supérieure de la dictature, et nous vivons le temps orwellien de la dictature sur tous les sujets. La liberté, c'est la servitude, et le mensonge, c'est la vérité. Donc, la planète est en train de crever à cause des pesticides, à cause des fongicides. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont en train de tuer la substance vibrante de notre vie humaine ou animalière. Ça,
on le cache, et pour le cacher, on crée cette histoire de CO2, parce que derrière, le gouvernement du spectacle mondial veut imposer une gouvernance mondiale des angoisses, des névroses et de toutes les schizophrénies alimentées. Donc, ce qui est en jeu, c'est le dressage de la population. On dresse la population par les mystifications étatiques du terrorisme, mystification étatique du CO2, mystification étatique de tout ce que vous voulez. Mais par contre, il y a, d'un point de vue cosmique radical, un vrai débat. Qu'est-ce que produire? Qu'est-ce que la Terre? Qu'est-ce qu'aimer la Terre? Qu'est-ce qu'aimer les produits de la Terre? Comprendre que l'homme, comme le disaient les présocratiques, est homme de la Terre en la Terre. Empédocle dit, l'homme est une blette. L'homme est une blette. L'homme est une blette consciente, mais il est le mouvement de la Terre en mouvement de Terre. Donc la Terre n'est pas simplement un espace sur lequel nous sommes posés, c'est notre matrice érotique, c'est notre matrice substantielle. Et là, il y a un vrai débat de radicalité sur la manière dont nous produisons le reproduire. On ne parlera pas à la COP21 des fongicides et des pesticides, et on nous parlera du CO2, patronné par des organismes économiques qui vont effectivement nous mystifier, comme on nous a mystifié sur la couche d'ozone, comme on nous mystifie, parce que chaque fois que le pouvoir parle de quelque chose, c'est pour nous mystifier et valoriser sa valorisation. Donc en quoi la crise terminale du capital n'est pas qu'une crise économique, mais aussi une crise ontologique? Alors il faut en revenir à toute l'œuvre de Marx, qui est animée par ce principe méthodologique que Marx a fait surgir en théorisant les luttes de classe les plus radicales, à l'aune de la conception dialectique de Hegel. Ce qui est décisif, c'est que Marx a renversé la philosophie, il a renversé l'économie, il a renversé la politique, et il est arrivé à une conception radicale de critique de l'économie politique. Tout le monde est dans l'économie politique, parce que tout le monde veut proroger les catégories aliénatoires du capital et de la domestication. Tout le monde proroge l'État, tout le monde proroge l'argent, et de l'extrême droite la plus radicale à l'extrême gauche la plus radicale, on produit des économies politiques nouvelles, des économies politiques différentes, des économies politiques de restructuration. Marx est le premier qui pose la critique radicale de l'économie politique pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. Il a donc un regard de l'économie qui n'est pas un regard de l'objet économie, puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'objet. Il dit, dans l'intégralité de son œuvre, et je renvoie en particulier vos auditeurs aux thèses sur Feuerbach dans l'idéologie allemande, que le présupposé radical de toute méthodologie subversive, c'est la compréhension dialectique du fait que tout est mis en relation dialectique. Le fétichisme de la marchandise, ça n'est pas un objet. La marchandise n'est pas un objet. Le capital n'est pas un objet. L'État n'est pas un objet. Ce sont des dialectiques historiques qui mettent en marche des positionnements relationnels entre les diverses sphères de l'aliénation universelle. Donc, l'économie n'est pas un objet statique, c'est une dynamique historique d'aliénation qui est positionnée autour de l'articulation valorisation-dévalorisation, qui rend compte de l'articulation exploitation-coercition, et qui renvoie à partir de là au fait que la dialectique qui produit le capital autour du travail vivant, autour du travail mort, au travail de l'exploitation, au travers des machines, au travers de l'homme aliéné, fait que ce qui produit le devenir de l'histoire, c'est une implication réciproque. Le travail produit le capital et le capital reproduit le travail. Donc, le sujet de l'économie, c'est cette dialectique, c'est cette relation entre le prolétariat et le capital. Il n'y a du capital que parce qu'il y a du prolétariat exploité à titre humain, et c'est la part de travail non payée dans cette exploitation du travail humain qui permet des incréments de valeur qui suscitent la dialectique possible du profit envisageable. La machine ne produit pas de profit, seul le travail humain permet une dialectique du profit par la mise en marge de la plus-value extorquée. Et le capital est obligé d'avoir recours à des machines qui ne produisent pas de valeur parce que sa concurrence planétaire au niveau de la dialectique du marché mondial nécessite, par rapport aux concurrents, de toujours produire plus à un prix plus bas.
En domination formelle, cette dialectique est contrôlée et on est sur un rapport qui, au niveau de la plus-value, est structuré sur ce qu'il appelle la plus-value absolue. C'est-à-dire que pour produire de la plus-value, pour produire effectivement une dialectique de profit en expansion, il faut faire travailler les gens plus, il faut payer les gens de manière moins élaborée. Et ça, c'est l'articulation centrale. En période de domination réelle, on passe sur une dialectique de plus-value relative. La plus-value relative, c'est le fait que l'essentiel des incréments humains extorqués est dû à une robotisation qui va pomper le sang des vivants. Le robot ne produit pas le sang vivant de la plus-value. Le robot, par sa mécanique, par sa cybernétique généralisée, va pomper le sang des vivants. Donc plus il y a de robots, plus il faut pomper de sang humain, et c'est ça, cette plus-value relative. La plus-value relative, c'est le fait, par exemple, en comparaison à la plus-value absolue, que au temps des mines et des sidérurgies du 19e siècle, il fallait, pour produire 100 en termes de plus-value, des milliers d'ouvriers pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, à Airbus, c'est le temps technologique de la plus-value relative. Pour produire la même chose, il suffit parfois de 10 minutes, avec simplement 2 ou 3 salariés. Et c'est pour ça que Marx insiste sur le fait, contrairement à l'ultra-gauche champapieriste contemporaine, que l'ouvrier le plus exploité, c'est l'ouvrier européen des mégapoles technologiques les plus concentrés et les plus modernes, c'est pas le chiffonnier de Calcutta. Le chiffonnier de Calcutta vit dans une misère noire, mais l'exploitation n'est pas un concept misérabiliste, c'est un concept objectif de dialectique historique. Donc, si j'ai un regard humanitaire, je dis effectivement que l'ouvrier de Calcutta, dans son quotidien, est dans une crasse abominable, qu'il n'a pas de quoi manger, qu'il n'a pas de quoi se vêtir, qu'il n'a pas de quoi vivre. Je peux dire ça. Mais je ne peux pas dire qu'il est plus exploité que l'ouvrier métallurgique des firmes industrielles les plus modernes d'Europe. C'est le contraire. Parce que même exploité en plus-value absolue, comme il l'est, l'ouvrier de Calcutta ou de Bombay, produit en termes de plus-value extorquée 2. Alors que le sidérurgiste moderne qui a ses 3 frigidaires et sa maison de campagne, il produit 6000. Donc, ce que nous apprend Marx, c'est que ce qui est important, c'est de voir le salaire relatif et non pas le salaire réel ou le salaire nominal. Le salaire nominal, c'est la somme que je touche. Le salaire réel, c'est la somme que je touche au regard du mouvement des prix. Mais le salaire relatif, c'est ce que je touche au regard de ce que je produis comme incrément de valeur. Et donc, le salaire relatif dont ne parlent jamais les réformistes, qui est le salaire radical, le salaire réel qui témoigne de l'exploitation, c'est le salaire qui dit l'abîme entre la masse de profits produits par l'ouvrier moderne européen des grandes concentrations industrielles et le salaire qu'il touche. Alors bien évidemment, le salaire qu'il touche est bien plus élevé que celui du chiffonnier de Bombay, mais dans le comparatif somme donnée, profit produit, c'est là qu'est le grand écart. Donc, toute cette dialectique mondiale qui fait que la machinerie du capital se met en mouvement, elle permet au capital d'avancer, elle permet au capital de se développer et d'intégrer la totalité de la planète, mais il y a un moment donné où la contradiction entre le travail machine et le travail homme est telle que le capital, pour compenser la baisse de son taux de profit, la baisse du taux de profit vient du fait qu'il y a de plus en plus de machines et de moins en moins d'humains. Le capital est obligé de faire le contraire de ce qui le valorise à la racine pour pouvoir compenser, vendre et conquérir des marchés. Il y a donc un moment où la baisse du taux de profit est telle que les saturations du marché sont gigantesques. Donc le capital, aujourd'hui, dans cette phase de domination réelle achevée, où le capital est lui-même, le capital n'est plus, comme dans sa période de domination formelle, un hybride, quelque chose qui est à la fois lui et ce qu'il y avait avant, il est purement lui-même. Il est dictature absolue de sa contradiction valorisation-dévalorisation, machine-travail humain, et il est en train d'atteindre, malgré les 2 guerres mondiales, malgré les restructurations, malgré les chaos monétaires, malgré les chaos terroristes, et malgré toute la débauche de crédit qui s'est mise en marche, un point où la production de sa reproduction devient absolument impossible.
Et c'est là où se pose le problème de qu'est-ce que la révolution. La révolution, dit Marx, c'est pas simplement le moment où l'économie ne peut plus se reproduire, c'est le moment où l'économie politique de l'existence humaine asservie ne peut plus se reproduire. Donc, le moment où le capital rentre dans cette crise terminale, c'est l'objectivité impossible réellement advenue du procès d'auto-présupposition du capital. Le procès d'auto-présupposition du capital, c'est cette dialectique interactive entre le travail qui produit le capital qui produit le travail. D'ailleurs, pour ça que les luttes réformistes qui ne développent pas une radicalité permettant le renversement, elles témoignent à la fois du mécontentement ouvrier et de la vie humaine qui traverse l'aliénation, mais elles sont aussi un agencement qui permet au capital de se moderniser. La lutte réformiste est à la fois le cri des hommes qui n'en peuvent plus, mais elle est en même temps une technique au niveau de la dialectique du capital pour se moderniser. Parce que chaque fois qu'une lutte réformiste a abouti sur un champ donné, elle oblige le capital, dans la dialectique du taux de profit, à mettre en marche des mesures de modernisation qui vont encore accélérer la baisse du taux de profit. Donc le capital, dit Marx, c'est un serpent qui se mord la queue. Chaque fois qu'il bute sur une impossibilité, il la résout, mais en créant une impossibilité supérieure. Et on a donc à un moment donné la fameuse crise terminale, la crise cataclysmique, non plus de phase capitaliste en tant que telle, mais du mode de production capitaliste en tant que tel. Et cette crise radicale qui pose la possibilité de l'émergence révolutionnaire, elle la pose parce que le capital abolit son auto-présupposition. Le capital, au moment où il ne peut plus valoriser son développement parce que les marchés sont totalement saturés, qui a la crise du crédit qui s'est retournée sur lui-même, il est dans une crise objective qui le rend impossible de valoriser sa valorisation. Et ça devient en même temps une crise de l'humanité aliénée. Il n'y a donc pas quelque chose qui fonctionnerait en deux temps. Une crise d'infrastructure, les gens qui sont jetés à la rue et puis qui commencent à bouger comme ça mécaniquement. C'est pas une mécanique, c'est une dialectique. C'est une dialectique de conscience parce que c'est une dialectique de position et d'oppositionnement. Donc la crise terminale, c'est la crise par laquelle le capital ne peut plus reproduire sa valorisation. Mais la valorisation de l'économie politique, c'est aussi la valorisation de la domestication. Et c'est parce que la crise de la valorisation de la reproduction économique en tant que circulation de marchandises produit la crise de la circulation des marchandises humaines domesticatoires que le mouvement du surgissement révolutionnaire est possible. Donc l'automouvement n'est pas une mystique éthérée. L'automouvement du prolétariat est la conséquence logique et dialectique de la crise de l'automouvement du capital devenu impossible. L'autoprésupposition du capital qui s'invalide, elle crée le procès de caducité de la marchandise, et le progrès de caducité de la marchandise devient le progrès de caducité de la domesticité et de la domestication. Donc les gens ne se mettent pas à bouger comme ça par un déclic magique, mais c'est parce que la crise de la conscience fausse devient généralisée, et que la crise de la conscience fausse, qui est la crise du capital en mouvement, produit par son renversement l'émergence universalisée et universalisante de la conscience vraie. Et on reprend en beaucoup plus déployé ce qui se passe à Barcelone en 1936. C'est-à-dire que vous avez une masse de gens qui se mettent en mouvement parce qu'il y a une crise économique, politique, sociale et militaire claire à un moment donné, que sur un champ donné, limité et circonscrit, il y a une crise de l'auto-présupposition des mensonges de la République espagnole à ce moment-là. Le prolétariat se met en mouvement, et il se met en mouvement non pas mécaniquement, mais en tant qu'il est l'expression dialectique de cette crise de reproduction. Donc là, c'est une toute petite période sur un champ géographique limité, mais au niveau mondial, Marx nous montre que c'est ça qui sera en jeu, la crise planétaire de l'auto-présupposition du capital, qui en domination formelle ne pouvait pas avoir lieu, qui en domination réelle réalisée se réalise en réalité totale. Et c'est la crise du tout, alors on retrouve les présocratiques, Hegel, etc. Dès lors que c'est la crise de la totalité, c'est la crise de l'intégralité de ses parties constitutives, donc c'est en même temps la crise de toutes les légitimités de domination du capital, et c'est pour ça que le capital ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus fonctionner parce que sa matrice ne fonctionne plus, et que tout ce qui découle de sa matrice atteint le point de son impossibilité. Bon, dans la communauté de l'être, les gens sont en mouvement,
par nécessité, mais sans se poser la question, ils n'ont pas de réflexion, je vais faire une activité physique. C'est par émanence. Il n'y a pas de séparation. Voilà. Aujourd'hui, le quotidien fait que les gens, par le travail, sont immobilisés pendant des journées entières, et donc du coup, leur santé empathie, quoi. Donc, il faut faire du sport pour pas avoir de maladie, pour survivre, quoi. Bah, je vais vous répondre, non, il ne faut pas faire de sport. Alors, enfin, c'est-à-dire que... Il ne faut pas confondre sport et activité physique. Voilà, justement. Il y a l'activité physique qui fait que le corps passe les années et puis il évolue normalement. Et puis l'activité physique, par exemple dans les salles de sport narcissiques, où le mec il est obstiné sur son corps tous les jours. Bon. Expliquez-nous justement cette différence entre activité physique et sport. Alors bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous avons une structure de squelette qui correspond à notre ancestralité primordiale. Nous avons été pendant des millénaires des chasseurs-cueilleurs, et notre squelette est un squelette de chasseurs-cueilleurs. On découvre des hernies discales postérieurement à la sédentarisation. C'est complètement ignoré dans les fouilles archéologiques de la préhistoire. Donc, qu'est-ce qu'un chasseur-cueilleur ? C'est un homme qui marche de manière assez rapide, quelque chose comme 12 à 20 km par jour. Mais c'est une activité cosmique, physique, nécessaire. C'est la joie de la reproduction du groupe dans sa vie nécessaire. Pour chasser, pour cueillir, le squelette se met en mouvement dans un épanouissement de chasse, dans un épanouissement de cueillette, dans un épanouissement de mouvement, dans un épanouissement de déplacement. Et c'est une activité physique qui n'est pas décidée. Elle est spontanée dans le cadre communautaire et elle correspond à ce que chaque membre de la communauté va faire dans la nécessité du reproduire le groupe. C'est pas un labeur, c'est pas un travail, parce que de toute manière, la communauté organique ignore le travail, elle n'est pas dans le travail pour l'échange, elle est dans le produire pour la vie. Donc quand je vais chasser, quand je vais cueillir, c'est un acte spontané de joie qui n'est ni du travail ni du loisir, c'est une nécessité biologique historique première. Et donc, cette nécessité-là, elle est inscrite dans la mémoire profonde de notre structure osseuse et corporelle. Donc, il est bien évident qu'aujourd'hui, au terme de toute la marchandisation sociale et historique du monde, on est arrivé à une sédentarisation quasi totale. On passe 8 heures derrière un écran. Et effectivement, on a toute une série de maladies qui correspondent à la réalité sociale de ce qu'on nous a imposé comme mode de vie civilisationnel, totalement antinomique au mode de vie de la communauté organique. Donc il y a toute une redéfinition de l'activité physique à entreprendre. Mais elle ne peut pas être sportive, parce que le sport, c'est autre chose. Le sport, c'est la codification névrotique et concurrentielle des émulations pathologiques. Dans la communauté primitive, entre la chasse, la pêche, la peinture, l'acte d'amour ou l'acte de jeu avec les enfants, on va se jeter dans une rivière et puis on va faire les fous dans une spontanéité. Mais il n'y aura pas de sport aquatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la communauté organique, il y a des spontanéités de mise en mouvement du corps dans l'espace qui ne sont pas du sport, parce qu'elles ne sont pas un moment entre le travail et le loisir pour organiser une séquence spécifique et cristallisée. Dans la communauté organique, je n'ai pas de séquence cristallisée. Tout est activité de reproduction joyeuse en le groupe et pour le groupe. Je chasse, je cueille, je fais l'amour, je mange, je marche doucement, j'accélère. C'est la spontanéité des nécessités, de la nécessité. Progressivement, dans les sociétés traditionnelles, qui donc vont, à partir de la révolution néolithique, mettre la grande domestication de l'humanité en mouvement jusqu'aux révolutions capitalistes du XIIIe siècle, puis ensuite toute la modernité marchande qui découlera de la révolution capitaliste de 1789, le corps,
va être cloisonné, claustré dans des formulations sociales, dans des enclosures historiques et aliénatoires qui font que le tout premier dont nous ont tant parlé les présocratiques va être scindé. L'unité brisée du cosmos premier, c'est aussi l'unité brisée des activités et c'est aussi l'unité brisée du corps. Donc, on va progressivement produire un certain nombre de champs présportifs qui seront des défouloirs collectifs. Je veux dire qu'il y a déjà une marge entre le jeu de la soule au XVe, XVIe siècle, qui est l'ancêtre à la fois plus ou moins du football et du rugby, avec les jeux antérieurs et les pratiques qui ne sont ni sportives ni ludiques, par exemple des aborigènes. Il faut bien comprendre qu'au début, j'ai même pas d'activité ludique parce qu'il n'y a pas de fête. La fête, elle naît de cette rupture d'harmonie qu'il faut que, pour compenser les moments tristes, j'organise des moments gais. Mais dans la communauté organique, il n'y a pas de fête. Parce que la joie collective est une permanence de l'immanence. La fête va naître quand justement l'unité première brisée va nécessiter des moments de recomposition complémentaires et contradictoires à la dépossession. On aura dans l'Antiquité romaine et grecque des fêtes, et plus la décadence urbaine détruira les restes de communautés antérieures, plus la fête prendra son importance, plus les jeux prendront leur importance, plus l'activité physique sportive codifiée prendra son importance. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre corps a bien évidemment besoin d'activité physique, mais je dirais d'une activité physique intelligence en le cosmos. Le mec qui court sur du bitume en se bousillant la colonne vertébrale avec un petit compteur débile sur le bras droit pour mesurer le temps qu'il fait aujourd'hui par rapport au temps chronométré il y a 2 jours, alors effectivement ça bouge, mais c'est complètement aliénatoire. C'est le continuum du travail dans une forme aliénatoire diversifiée à l'envers. Les salles de gym, c'est pareil. Donc le capital crée aujourd'hui une mise en forme nécessaire des corps pour continuer le bétonnage des âmes, pour continuer l'abrutissement des corps, pour continuer l'abrutissement des âmes, pour serviliser la rentabilité au travail et la reproduction sociale de l'aliénation, le culte du corps, le culte physique du corps et le culte du divertir et des distractions aliénatoires qu'il y a autour est décisif. Donc rien n'est neutre. Tout ce qui a lieu dans la société capitaliste de la tyrannie de la valeur est fallacieux et anti-humain. Et l'activité physique sportive ou parasportive, telle qu'elle est organisée aujourd'hui concentrationnairement par les loisirs du capital, est aux antipodes de l'activité physique générique et cosmique. Quand vous partez dans la plaine avec votre chien et que vous marchez et que vous respirez le soleil, que pendant 1 heure ou 2, vous contemplez la nature et que vous articulez votre corps au souffle de la terre. Là, vous êtes dans une activité physique qui est générique, qui n'est pas du sport, et qui développe non pas simplement l'articulation de votre squelette, mais l'articulation de l'âme de votre âme et de l'âme de votre squelette. Donc, face à la sédentarisation que le capital nous impose, pour continuer à nous rentabiliser, il nous invente des dynamiques qui vont effectivement nous désédentariser, parce qu'à un moment donné, nous deviendrions totalement improductifs. Donc, de la même manière que maintenant des entreprises vont créer des crèches, de la même manière que des entreprises vont créer des centres de sieste, on va créer des centres de dynamisation corporelle et sportive pour que la marchandise humaine réifiée demeure rentable dans sa production et dans sa joie aliénée. Donc, de ce point de vue-là, l'homme sacral ignore la religion, il ignore la politique, il ignore l'art, il est dans la communauté où tout se fait en création infinie, et de ce point de vue-là, de la même manière que Marx, dans la critique de l'économie politique, nous dit « à bas l'économie, à bas la politique, à bas l'écologie, à bas le sport ». Aujourd'hui, les gens, ils bossent, ils ont leurs vacances, donc il faut impérativement aller en vacances, dans le monde entier. Il faut absolument être un touriste. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit
sur l'humanité, en tout cas sur notre aliénation en fait contemporaine, parce que il y a plusieurs décennies de ça, même plusieurs années de ça, les gens n'avaient pas besoin de voyager partout dans le monde, quoi. Ils se contentaient en tout cas ils jouissaient de leur vie dans les quelques kilomètres aux alentours quoi, où ils habitaient. Et qu'est-ce que cette évolution nous indique ? Alors, l'évolution dont vous parlez, elle indique quelque chose de très spécifique qu'il faut rattacher à la notion de transhumance. La transhumance, c'est le déplacement. Moi, j'ai parfois, et je le vois avec des couples qui sont en situation de difficulté pour poser leurs relations l'un à l'autre et donc pour comprendre leur unité. Et bon, il y a un exemple très simple. Dans la grisaille du quotidien marchand et de l'aliénation qui en résulte, une fois que les couples ont consommé l'illusion première et que le stock de ces illusions est épuisé, on arrive à des sécheresses de rencontres particulièrement intenses. Donc vous prenez un couple, le couple alpha, ils vont rentrer chez eux ce soir, ils vont s'emmerder à mourir, ils vont se raconter le boulot café A, le boulot café B, alors la journée s'est bien passée, après on va parler des enfants, après on va regarder la télé, bon, tout ça va être gris, calme et plat. Et on prend le même couple, il va au cinéma ou il va au restaurant. Il ne va pas se dire plus en matière d'intensité érotique ou en matière d'intensité affective, mais il va y avoir un distraire. Le distraire, c'est le traire, c'est le trahérer, c'est le sortir. Le tourisme, c'est ça en plus développé et en plus enveloppé. Dans la communauté humaine de demain, on se déplacera parce qu'on ira à la découverte de ce cosmos et de ses richesses historiques et géographiques. Mais on ira pour communier dans quelque chose de radical qui, dans la profondeur des rencontres, produit effectivement des émerveillements dans l'accueillir les merveilles. Aujourd'hui, la transhumance touristique, elle est thérapeutique. C'est-à-dire que, au terme d'un cycle d'aliénation au travail, la machine doit être recomposée. Elle doit être recomposée productivement pour le travail, mais elle doit être recomposée pour l'unité narcissique du couple et pour l'unité narcissique de chaque individu aliéné. Donc la transhumance, c'est effectivement, au-delà du restaurant, au-delà du cinéma, le grand voyage annuel. Où il y a aussi des petits voyages annuels. Il y a les vacances de février, les vacances de Noël, etc. Donc il faut régulièrement, et le système y veille, que l'homme réifié, l'homme chosifié, l'homme éteint, l'homme sans jouir réel, organise des plaisirs factices. Donc le divertir est une machine à programmer l'industrie qui va essayer de neutraliser les angoisses. Parce que dans la grande errance de la réification contemporaine, l'angoisse, l'angoustia, le resserrement, le souffle coupé, le souffle brisé, le souffle domestiqué, c'est quelque chose qui est problématique. Dans la communauté organique, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de neuroleptique. Dans la société contemporaine, le dressage social, la matrice servile du champ salarial présuppose toute une série de techniques de distanciation, de distraction, de divertissement pour faire écran à la misère du monde et à l'abondance de la misère du monde. Donc le tourisme est un champ d'accumulation privilégié de la métaphore distractive. Et il faut comprendre que quand on dit ça, on ne fait pas une critique du fait que l'on puisse aller regarder ailleurs. On fait une critique du fait que dans ce monde et dans la matrice d'angoisse qui préside aujourd'hui à l'ordonnancement des servitudes volontaires, l'acte d'aller voir ailleurs tel qu'il est enrégimenté par le champ touristique contemporain est nécessairement un regard aliéné qui regarde des relations aliénées. Il ne peut pas y avoir de tourisme radical, il ne peut pas y avoir d'écologie radicale, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le tourisme est une partie, est une des catégories de l'économie politique de l'aliénation. Donc dans la communauté émancipée, nous irons déambuler sous toutes les latitudes du monde
pour communier au cosmos et à la relation humaine, mais il n'y aura plus de tourisme en tant qu'activité séparée, aliénée, du distraire déambulatoire. Parce que justement, je crois que Debord, il parlait de ça dans les premières décennies où il faisait des textes. Il disait que justement, en fait, c'est à la fois une valorisation sociale, de dire on est allé dans tel endroit. Bien sûr. Et en même temps, c'est un regard de surface sur le lieu où on se rend, en fait. Parce que justement, il n'y a pas de communion profonde avec l'espace où on se rend. Et alors, à l'époque contemporaine, hein, vous avez raison, en plus, à l'accumulation du spectacle aliénatoire qui nous emmène tourister dans une accumulation de regards distractifs pour recomposer la machine de servitude, on voit des gens qui photographient 500 trucs. On voit des gens qui photographient 600 trucs. Et pour chaque truc, il y aura 500 photos. C'est-à-dire que la profusion aliénatoire est sans limite. Mais c'est la profusion d'un regard sur un objet, c'est pas la profusion d'un regard sur une relation. Donc il n'y a aucune compréhension de l'histoire, il n'y a aucune compréhension des saveurs, il n'y a aucune compréhension des distinctions. Et quand vous avez du tourisme élaboré, culturel, pour la nomenclature narcissique de la représentation des vraies cultures, c'est encore pire, parce que vous avez des voyages touristiques de haute dimension culturelle. Donc là, on va enfermer les gens dans le crétinisme universitaire de la marchandise, dans un savoir totalement asubversif, mais qui va leur donner l'illusion qu'ils ne sont pas effectivement les veaux du commun. Il y a donc le tourisme pour tout le monde, et puis il y a un tourisme culturel supérieur. Mais c'est la même chose, c'est la reproduction à l'infini d'une humanité qui passe à côté d'elle-même, et qui, pour ne pas voir qu'elle passe à côté d'elle-même, n'arrête pas de passer partout ailleurs. Déjà, est-ce qu'il y avait de la jalousie dans la communauté de l'être? Et est-ce que justement dans la société de l'avoir, la jalousie, elle n'a pas pris une forme un petit peu délirante, aliénatoire, maladive, quoi? Donc, essayez de nous expliquer un petit peu l'évolution de... Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communauté organique ne doit pas être comprise comme un paradis informel. C'est-à-dire que quand on dit dans la communauté organique, il n'y a pas d'aliénation, dans la communauté organique, il n'y a pas de conflit majeur et ça ne va jamais du point de vue individuel jusqu'à des situations tragiques, d'angoisse, de suicide, de pathologies lourdes, on n'entend pas par là dire qu'il n'y a pas de problème. Dans le spatial le plus immédiat, l'homme, qui est un animal évolué doté de conscience, n'est plus qu'un animal, mais il est aussi, de par son histoire, aussi un animal. Donc, il y a des problèmes de rencontre, il y a des problèmes d'espace, il y a des problèmes de froissement. Donc, dans la communauté organique, il y a nécessairement, à un moment donné, des gens qui ont des envies qui froissent les envies des autres et qui ont des envies qui chevauchent celles des autres. Que ce soit Marx et Engels à partir des travaux de Morgan ou à partir d'une compréhension historique dialectique, ou que ce soit Salins sur les Guayakis, ou que Salins sur les aborigènes, et Clastres sur les Guayakis, ou toutes les recensions des jésuites et des dominicains sur les Indiens d'Amérique du Nord, on voit bien qu'il y a des difficultés, des contradictions et des rencontres qui posent problème. La communauté organique n'est pas un paradis, parce que dans cette communauté organique, il n'y a pas des anges ou des dieux, mais des hommes. Et tout homme rencontrant un autre homme, dans la dimension de la rencontre, positionne toute une série d'actes, de sentiments, de sensations qui peuvent poser des antinomies. Donc la question, elle n'est pas de dire dans la communauté, il n'y a pas de problème, et dans la capitalisation contemporaine, il n'y a que des problèmes. Le problème est de voir que toute communauté, toute rencontre, et c'est le sujet humain, parce que le sujet humain est une dynamique. Et que toute dynamique posée dans l'histoire, posée dans l'espace, qui rencontre d'autres dynamiques, rencontre des espaces, rencontre des histoires, qui posent des aspérités.
Donc, il y a des conflictualités dans la communauté organique. Le problème est de savoir quel est le sens de cette opposition, de cette position et de cette contradiction. Ce que nous répond Marx à travers justement le texte de Engels, l'origine de la famille, et à travers les correspondances qu'ils ont eues là-dessus, c'est que la chose essentielle qui fait ligne de démarcation entre la communauté et la société, c'est que la communauté est une unité qui n'est pas brisée, alors que la société est effectivement une structure qui découle de l'unité brisée. Donc il faut relier le problème de l'humain à l'unité brisée et le problème de l'humain à l'unité non brisée. Dans la mesure où la communauté est organique, les dissensions sont fertilisées dans la communauté jusqu'à ce qu'elles ne puissent jamais atteindre le point d'autonomisation. Ce qui a cassé l'unité première et qui a produit l'unité brisée, qui a fait naître la société, c'est que le dissensionnel, l'oppositionnel, à un moment donné, a pris une telle forme dans le cadre de la révolution néolithique et dans le cadre de l'émergence de la sédentarisation et de la production céréalière, à travers les stocks et à travers le dissocié humain, dans des configurations qui font que les dissensions d'avant sont devenues des contradictions explosives valorisant l'autonomisation. C'est l'autonomisation le problème. Donc dans la communauté organique, il y a entre les hommes et les femmes des désirs, des contre-désirs, des satisfactions, des insatisfactions, et il y a parfois des polarisations négatives. Mais cette polarisation négative n'atteindra jamais le point où elle produirait la mise en danger de l'unité du groupe, parce que la dissension personnelle s'autonomiserait du collectif global. Donc quand vous posez la question de la jalousie, il y a des envies, mais qui ne prendront jamais la forme pathologique d'une dissension telle qu'elle ferait exploser le groupe. Et la jalousie pathologique qu'on rencontre dans le temps contemporain, à travers la culture narcissique du sujet égocentrique, à travers la folie de la monade individuelle, à travers l'exaspération des sensations personnelles, elle est le lien de la dépossession. Comme l'unité a été brisée, le lien de fertilité entre je et tu ne peut plus fonctionner dans l'unité supérieure du nous organique. On est dans une grande solitude et les gens, même ensemble, sont solitaires. Les gens sont seuls ensemble, mais ils ne sont jamais ensemble en fertilité relationnelle. Donc, à partir de là, les aspérités, les dissensions, les contradictions de la communauté organique, qui étaient relatives, qui étaient relativement tièdes, se mettent à surchauffer dans la société du fétichisme marchand, parce que tout devient valorisation narcissique. Donc, les incertitudes relatives et très minorisées que l'on pouvait recevoir, que l'on pouvait avoir, que l'on pouvait rencontrer dans la communauté organique, prennent une forme totalement exaspérée et exaspérante dans la société. Donc, la jalousie pathologique dont vous me parliez, elle est la rançon de la grande angoisse. Quand je suis sûr de moi, je ne suis pas jaloux. Être jaloux, c'est ne pas avoir la certitude que le posé que j'ai posé avec l'autre est certain. Et il y a jalousie parce qu'on est dans la chasse ouverte de toutes les névroses aux névroses. Chaque homme est un chasseur de névroses et chaque autre homme est un chassé névrotique. Donc on est tous en train de chasser la complémentarité névrotique dans l'incertitude de la satisfaction, puisqu'il ne peut pas y avoir de satisfaction dans la société du fétichisme marchand. Donc les micro-jalousies potentielles de la communauté, qui jamais ne prenaient la forme d'une virulence telle que l'unité aurait pu être brisée, dans le monde où l'unité est brisée, ce sont des chaufferies systématiques, des chaufferies systémiques, et c'est la grande folie du désir à la fois narcissique, mimétique, aliénatoire et permanent.